Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Avec la guerre en Ukraine, l'Union européenne connaît une crise sans précédent. Depuis plusieurs mois, l'inflation fragilise le porte-monnaie des Français. Prix du carburant aux allures de montagnes russes, prix de l'électricité et du gaz qui inquiètent à l'approche de l'hiver ou encore flambée des prix dans les supermarchés. Que fait l'Union européenne pour contrer l'inflation? Quelles sont les solutions possibles? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Mikhail Tokdemir, directeur de la Maison de l'Europe de l'Heure, et Salomé Liméry, chargé de mission à la Maison de l'Europe de l'Heure. Bonjour. 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 Alors la Maison de l'Europe de l'Heure, comme les autres maisons de l'Europe en France et au sein de l'Union européenne, informe les citoyens sur les décisions et projets de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut vous qualifier en quelque sorte de porte-parole de l'Union européenne? Pas du tout. Nous sommes plutôt un centre d'information, des bureaux officiels effectivement de l'Union européenne. Avant, on était beaucoup plus lié à la Commission européenne. Maintenant, on est lié aux autres institutions aussi. Et les autres institutions sont aussi représentatives de la diversité en Europe. Et on est aussi représentatif de cette diversité. Donc, le but, c'est vraiment d'informer et de faire en sorte d'avoir les réactions des citoyens. Et quelle que soit leur réaction, de transmettre ces réactions aux institutions et de faire des rapports et des bilans sur les décisions qu'on va prendre, ou que l'Union européenne prend et comment les citoyens réagissent à ce niveau-là. Et face à l'inflation, l'Union européenne s'est réunie plusieurs fois pour trouver des solutions afin de soutenir les ménages. Le 24 juin dernier, notamment, les 27 États membres se sont réunis pour dépeindre la situation. Dans le même temps, l'inflation continue à fragiliser les citoyens. La cause principale est portée sur la guerre en Ukraine. Est-ce la seule cause de cette inflation? Non, en fait, il y a plusieurs raisons. L'inflation, elle date et c'est un phénomène en fait qui est durable et qui a commencé au sortir de la pandémie de Covid-19. Donc, on s'est rendu compte dès 2020 que les prix commençaient à augmenter, notamment parce qu'il y avait une forte aussi demande des consommateurs, une offre qui était un petit peu réduite, avec un problème d'approvisionnement en matières premières. La Chine, qui est quand même une importante fournisseuse de beaucoup de matériaux, a subi des reconfinements très drastiques, même actuellement. Il y a toujours une politique qui est très forte. La politique zéro Covid a aussi impacté énormément. À ça s'ajoute la guerre en Ukraine, qui du coup implique aussi des sanctions contre la Russie, qui est un fournisseur d'énergie important pour les pays de l'Union européenne. Donc en fait, tout ce cocktail-là a fait qu'on en arrive à un taux maintenant assez élevé. Alors, on parle d'inflation, mais c'est surtout une crise économique. De nombreux médias ont indiqué que cette guerre en Ukraine s'est transformée en guerre économique entre la Russie et l'Union européenne. Les deux protagonistes se punissent, mais les dommages sont visibles dans le porte-monnaie des citoyens. Quels sont aujourd'hui les objectifs de l'Union européenne pour soutenir les difficultés des Européens ? Alors, déjà, juste pour revenir sur la guerre effectivement entre la Russie et l'Europe, effectivement, le gros problème qu'on a, c'est qu'on donne 100 milliards d'euros à la Russie. Et donc, si on donne de l'argent à la Russie, c'est qu'on soutient indirectement aussi l'effort de guerre russe. Donc ça, c'est un gros problème pour l'Union européenne. Et donc, il faut avoir son indépendance face au marché russe, ce qui est assez compliqué. Ce que l'Union européenne essaie de faire, c'est de mobiliser déjà l'argent qui est disponible au niveau européen, non pas aller s'endetter encore plus, parce que si on s'endette encore plus, on va devoir payer plus tard encore plus. Donc l'argent qui est disponible, de voir comment on peut l'utiliser en essayant de régler plusieurs problèmes à la fois. Par exemple, le problème du prix de l'énergie, autant investir sur des énergies renouvelables qui nous permettent d'avoir une indépendance, aussi dans la recherche et le développement, parce qu'il y a des problèmes avec les énergies renouvelables et le stockage notamment. Donc il y a tous ces soucis-là. Autant investir donc les milliards d'euros qui sont promis pour le pacte vert dans des solutions qui permettront de réduire la dépendance à la Russie, etc. L'autre solution, par exemple, c'est aussi d'avoir un marché, une plateforme commune qui est proposée par la Commission européenne pour acheter du gaz en commun et ne pas s'éparpiller un peu partout, avoir des prix trop chers pratiqués partout et d'avoir vraiment un marché commun et de se dire on va ensemble demander le prix du gaz et on est solidaire à ce niveau-là. Et puis, il y a des solutions de solidarité entre les différents pays, notamment ceux qui ont plus d'inflation, moins d'inflation, ceux qui sont plus dépendants au gaz russe, comme les Allemands qui sont très dépendants au gaz russe, alors que les Français beaucoup moins. Donc, il faut trouver des solutions. Il y a aussi eu du stockage qui a été fait durant cet été, donc voir comment on sort de cet hiver-là et ensuite, on va normalement trouver des solutions avec des nouveaux programmes qui arrivent, des programmes européens dotés en fonds comme REACT-EU, REPowerEU. Tous ces programmes-là, c'est des noms un peu barbares, mais c'est de l'argent
qui vont être injectés dans les États membres. Il y a justement eu une discussion et une collaboration qui est faite entre la France et l'Allemagne sur les différentes énergies pour se donner mutuellement les énergies et passer l'hiver. Et on le voit notamment en France, des décisions sont prises pour contrer cette inflation ou en tout cas la limiter au maximum. Ce sont des décisions présentes, mais dans le futur, ne soyons pas dupes, il va falloir payer le prix de cette inflation et de ces décisions. Effectivement, il va falloir payer. C'est aussi une réflexion commune des États membres. C'est pour ça aussi qu'ils se sont endettés en commun avec le dispositif Next Generation EU. C'est la première fois qu'on pouvait s'endetter en commun, donc on a une solidarité entre les États membres, ce qui, je pense, n'aurait pas été possible avant le Brexit. Donc c'est important à ce niveau-là. De aussi trouver de nouvelles sources de financement. L'Union européenne fonctionne avec un budget et le but de Next Generation EU, c'est aussi d'envisager que cet argent qui est donné aux pays européens soit déjà premièrement soumise à une conditionnalité d'état de droit. Donc les pays européens qui ne respectent pas l'état de droit n'auraient pas cet argent. Et surtout d'envisager une taxe notamment sur ce qui va être les flux financiers importants de certaines entreprises, une taxe aussi sur l'intelligence artificielle, pourquoi pas aussi, ou alors même de taxer aussi certaines entreprises qui polluent énormément. Voilà, donc toutes ces idées sont en cours de décision et le but c'est vraiment de pouvoir diversifier au maximum les ressources de l'Union européenne et de pouvoir financer nos ambitions, qu'elles soient sur la transition notamment énergétique, mais aussi la transition climatique en général. Et le taux d'inflation a été estimé avec une hausse de 9,8% en juillet 2022. En août, la France estime la hausse à 6,5%, l'Allemagne 8,8%, l'Espagne 10,3% et la République tchèque 17,3%. La France fait partie des pays avec les taux d'inflation annuels les plus faibles. Selon Christine Lagarde, la guerre en Ukraine cause une incertitude considérable pour les perspectives économiques au sein de l'Union européenne. Alors pour cette rentrée 2022, l'Europe est à nouveau confrontée à de nombreux défis. L'inflation est toujours bien ancrée. Quelles sont les priorités de l'Europe pour les prochains mois en ce qui concerne la crise énergétique ? Au niveau de la crise énergétique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'essayer d'investir pour qu'on ne soit pas dépendant des Russes et qu'on puisse aussi gérer notre propre énergie au sein de l'Union européenne et ne pas faire appel à des pays tiers. On va devoir être obligé évidemment de faire appel à des pays tiers, mais avec des partenaires beaucoup plus stables au niveau économique, au niveau politique aussi. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. On va avoir des G20 qui se mettent en place en ce moment pour l'automne, et donc prendre des décisions avec nos partenaires, les États-Unis notamment, pour savoir comment on fait face à cette nouvelle crise. C'est aussi toute cette solution de stockage, c'est cette solution de solidarité. Donc pour l'instant, c'est de prévoir au plus rapide et ensuite de voir comment on peut agir sur le long terme et donc d'investir sur le climat, sur le pacte vert et de trouver des solutions durables parce que là, on est sur... en fait, on se prend en plein visage tout ce qu'on n'a pas fait avant, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas investi au niveau de l'environnement. Si on avait déjà des énergies renouvelables efficientes, si on avait déjà investi pour avoir des énergies propres, aujourd'hui, on aurait été beaucoup plus indépendant que... Alors, vous l'avez dit à un instant, vous avez parlé de décision, justement, de la part de l'Union européenne. Les citoyens européens ont trop souvent l'impression qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur les décisions de cette Union européenne. Est-ce que là aussi, une réforme est envisagée pour donner plus d'importance aux recommandations citoyennes ? Alors, en 2021 a eu lieu la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a été un événement à l'échelle européenne où les citoyens et les citoyennes ont été consultés lors de différents types d'événements, mais aussi sur une plateforme en ligne où ils pouvaient discuter en live avec un traducteur intégrés, ce qui leur permettait de pouvoir échanger sur différentes thématiques. La migration, les migrations, la justice, la transition énergétique, le climat. Donc c'était vraiment un an en fait de discussions ouvertes qui ont permis d'avoir des milliers de retours et l'avis vraiment des populations, pas uniquement de certains pays, mais vraiment de tous, parce que forcément, on n'a pas les mêmes questions sur le climat lorsqu'on habite sur l'île de Malte ou lorsqu'on est, je sais pas, au centre de la Roumanie, par exemple. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une consultation qui touchait tout le monde et de pouvoir ensuite, après, avec ces bilans, prendre des décisions. Donc là, les différentes institutions de l'Union européenne sont en train de centraliser tout ça. Il y a eu aussi même des échanges où nous avons, même la Maison de l'Europe, nous permis à des jeunes de participer, en fait, à cette conférence sur l'avenir de l'Europe.
Et le but, c'est qu'ensuite, on évalue est-ce qu'il faut réformer nos institutions, est-ce qu'il faut travailler sur certains sujets en priorité, quelles sont vraiment les attentes des citoyens et des citoyennes. Ça fait partie de toute façon donc, des priorités de donner un peu plus de parole aux Européens. Il y a d'autres aussi sujets comme la cybersécurité et l'environnement. On y reviendra justement dans une prochaine émission. Merci beaucoup Michaël Tocdemir et Salomé Liméry d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.